tête de mort, par lesquels deux objets nous dirigent vers cette tête de mort et nous disent même ce qu'il faut retenir de cette tête de mort, à savoir le fait que du temps a passé, et donc quelque chose de l'ordre, effectivement, de l'instruction regarde. Regarde et comprend. Donc on a là véritablement effectivement un discours, mais qui est un discours dans l'acte. Et l'acte, quel est cet acte? C'est montrer. Ce tableau montre, et il le fait véritablement de manière très appuyée. Et donc il y a là quelque chose de l'ordre du no comment. Je montre et je ne dis pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que les objets fonctionnent pour montrer. Pour montrer quoi? La tête de mort. C'est pas pour commenter seulement la tête de mort, mais pour la montrer. Autrement dit, ce que fait le tableau, c'est très clair. C'est s'opposer à quelque chose qui est un mouvement d'évitement de l'attention humaine vis-à-vis de la mort. Donc il s'agit de contrarier un mouvement, qui est le mouvement de la distraction, du divertissement, comme le disait Pascal, et Philippe de Champaigne est un peintre de Port-Royal, c'est-à-dire du même endroit que Pascal. Donc il s'agit de contrarier un mouvement, qui est le mouvement de la distraction, du divertissement, qui est un mouvement du regarder ailleurs. Ce mouvement est contrarié par une insistance appuyée pour faire voir, mais quoi? Eh bien pour faire voir le fait qu'il y a un trou. Pour faire voir ce regard qui vous regarde de manière très directe, qui est le regard de la tête de mort. Donc autrement dit, en fait ce tableau descend en deçà du langage. Et au lieu de commenter la mort, ou de parler de la mort, ou de vous dire « oui, vous savez, vous devriez vous rappeler de la mort », etc., il vous la montre. Comme s'il n'y avait rien d'autre à dire précisément sur la mort, que de vous la montrer. Donc il ne suffit pas de dire le tableau, oui, a un sens, c'est que nous allons mourir, etc. Non, le tableau opère un acte de langage, on pourrait dire, si on veut, un acte sémiotique qui est montré. Et il le fait entièrement visuellement, puisque montrer, c'est quelque chose qui peut se faire visuellement, donc c'est comme pointer du doigt. Donc on doit comparer ce tableau à d'autres signes, qui ne sont pas nécessairement des signes verbaux, comme par exemple un feu orange clignotant, qui attire votre attention sur quelque chose. Ou effectivement un doigt qui pointe, définition ostensive, selon Wittgenstein. Donc Wittgenstein dit dans les investigations philosophiques que le langage doit être considéré non pas comme un champ d'objets particulier, mais plutôt comme un répertoire d'actions particulières. Commander, obéir, soumettre, appeler, etc. Et donc, en l'occurrence, c'est bien ce que fait ce tableau. S'il a un rapport au langage, c'est en tant qu'acte. Et il n'a pas besoin de passer par le langage, par ça. Il peut passer par le langage, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ça nous renvoie à la question qui parle ici. C'est une question qu'il va falloir poser à chaque fois qu'on va parler de signes visuels. Si on parle d'une analogie avec le langage, on a envie forcément de parler d'une analogie avec une situation énonciative. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un. Qui dit quoi ici à qui? Alors, est-ce que c'est le peintre qui parle à travers son tableau? Autrement dit, le tableau serait comme un encodage d'un message qui est séparable de son émetteur. L'émetteur est mort, il est absent, le message est là, mais l'émetteur continue à s'adresser à qui? À nous, les spectateurs. Je ne crois pas. On pourrait faire une deuxième hypothèse qui est de dire en fait que c'est le spectateur qui interprète le message. C'est-à-dire en fait que le spectateur projette en quelque sorte sur l'objet réel une signification par métaphore. On dirait le tableau signifie quelque chose, mais en fait, ça n'est pas que le tableau veut dire quoi que ce soit. C'est qu'il est un dispositif d'interprétation mis à disposition d'êtres intelligents qui l'utilisent pour se dire à eux-mêmes quelque chose. Donc, deuxième hypothèse, la personne qui parle ici, c'est le spectateur, lecteur, le lecteur. Troisième hypothèse, on prend au sérieux l'idée que le tableau nous parle. Et ça, c'est ce que fait Marin quand il dit « vous, homme ». Donc, il fait une prosopopée du tableau. Et je crois qu'il a raison. Je crois qu'en effet, ce qui caractérise ce tableau, c'est effectivement de construire une prosopopée visuelle. Curieux, une prosopopée visuelle. Moi, le tableau, je parle. C'est Lacan qui disait « moi, la vérité, je parle ». Eh bien là, on pourrait dire « moi, le tableau, je parle ».
Et comment est-ce qu'il construit une forme de subjectivité de l'objet visuel en tant que tel? C'est l'objet visuel qui a une subjectivité qui dit je, et bien justement par la frontalité de la tête de mort. Ce qui importe ici dans la tête de mort, ce n'est pas le fait qu'il s'agit du reste non reconnaissable de ce qui fut un visage humain, autrement dit, de ce que c'est du fait que ce soit c'est un anti-portrait, une tête de mort, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure, c'est le regard absent. Cette œuvre nous regarde. Donc, et c'est en ce sens qu'elle nous parle. C'est en nous regardant qu'elle nous parle. L'opposition ici donc n'est pas tant avec le visage qu'avec le regard. Ce qui est ici le lieu de la subjectivité picturale, ce sont les orbites. Et ces orbites sont absolument noires. On n'y voit rien. Et donc le fait qu'on ne voit rien dans ces orbites, qui en même temps sont cadrées comme un regard, nous renvoie à nous au fait que nous sommes interpellés du fond de la mort. C'est la mort qui nous parle. Nous sommes interpellés du fond de rien. Il y a donc véritablement une subjectivation de la mort. C'est moi la mort, je parle. Moi la mort, je te désigne. Et donc remarquez bien que cette subjectivation du regard, de l'objet visuel à travers son regard, se fait en s'opposant à deux objets symétriques. Donc là, il y a des oppositions internes au tableau, dans la mesure où la tête de mort n'est pas une chose au même titre que les deux objets dont il est flanqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'interviennent pas de la même manière. Puisque ces objets, eux, ne nous regardent pas. Ces objets n'ont pas de subjectivité, eux. C'est clair qu'il y a une opposition entre un élément subjectif à l'intérieur du tableau et un élément non subjectif. Alors, je pense que on ne peut pas dire ici qu'il y a une fiction de subjectivité. C'est pas qu'il y a une subjectivité fictive. C'est pas que le vrai sujet de l'énonciation serait le peintre, alors que le sujet de l'énoncé serait le tableau. Je pense que le sujet de l'énoncé, c'est le tableau lui-même. Et donc, ce qui fait que le tableau fait sens, c'est qu'il nous regarde sans nous voir. Et de la même manière, il signifie sans rien dire. Et donc, il y a bien un silence. Vous savez, nature morte en anglais, c'est dit still life, qui veut dire à la fois vie immobile et vie silencieuse. Et donc, il y a dans ce tableau effectivement quelque chose de l'ordre d'une violence faite au discours. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à dire. Et à ce titre-là, je crois que c'est à tort qu'on y voit une allégorie. Le tableau ne signifie pas. Il fait plutôt comme une sorte de rituel de monstration. Et donc la chose qu'il présente, ce n'est pas la mort en général, ce n'est pas une allégorie de la mort. Il ne présente pas non plus évidemment un mort particulier, comme si c'était un tableau mimétique. Il présente ma mort. Moi, à moi comme spectateur. Donc on échappe, si vous voulez, autant au générique de l'allégorie qu'au particulier de l'anecdotique, pour procéder à une subjectivation du spectateur lui-même dans le tableau. Donc on implique le spectateur dans l'invisible de ce qu'il regarde. C'est-à-dire, vous êtes là, dans l'image, aux deux points des trous, des orbites. Vous y êtes convoqué comme sujet. C'est là que vous habitez. C'est là que vous viendrez. C'est ça ce que dit le tableau. Vous viendrez à ce vide-là. Donc vous voyez qu'il y a un réseau effectivement d'opposition analogique entre d'un côté le non-visible, qui est le trou, qui s'oppose au visible, qui l'encadre de différentes manières, de la même manière que le non-vivant, qui est la mort, s'oppose au vivant, qui est par exemple la fleur ou le visage. Donc il y a un réseau d'opposition et de corrélation entre ces oppositions qui permet la signifiance du tableau, mais cette signifiance n'est pas un discours. C'est un acte. Alors, je voudrais terminer simplement en disant pourquoi cette peinture, je crois, est très belle. Tout simplement, autrement dit, comme je l'ai dit, je pense que la sémiologie
que nous cherchons est une sémiologie qui va rendre compte de l'expérience esthétique en tant que telle. Et elle est belle parce qu'elle a ce caractère symbolique dont on parlait à propos de Kant et à propos de Mallarmé et de Saussure. C'est-à-dire l'inséparabilité de son dispositif plastique avec son dispositif sémantique. Vous voyez bien que le dispositif sémantique renvoie au dispositif plastique, qui lui-même renvoie au dispositif sémantique. Le dispositif plastique, le dispositif sémantique, c'est-à-dire ce que ça dit de la mort, c'est qu'il n'y a rien à en dire. Il n'y a qu'à le revoir, à ne pas l'oublier. Et donc ça renvoie immédiatement au dispositif plastique lui-même, qui par un jeu d'écho renvoie à son tour au sens. Et c'est ça le parcours dont parle Marin. Il y a un va-et-vient du signifiant plastique au signifié, si on veut, allégorique, ou en tout cas énonciatif. Et dans ce jeu de va-et-vient se construit quelque chose comme une densité symbolique. Alors plus précisément, d'abord, pourquoi est-ce que cette peinture est belle? D'abord parce qu'elle a capturé quelque chose d'aussi délicat et d'aussi difficile à capturer, à arrêter, que la vie elle-même. Et cette chose, c'est précisément le sens, ou le sentiment vague, ou l'idée de la mort. Une idée, c'est quelque chose de vague. Et elle l'a capturé d'une manière... elle a arrêté quelque chose qui, par nature, est en train de passer. Donc la beauté de cette chose, c'est de faire quelque chose apparemment d'impossible, c'est-à-dire de suspendre à la limite de ce qui ne peut pas être suspendu. Et toute beauté, d'une certaine manière, se tient toujours ainsi à la limite, comme Kant l'a très bien montré, au fond. Elle se tient à la limite. Elle se tient à la limite ici du visible, puisque ce qu'elle montre, c'est l'invisibilité de ce dont il s'agit. Et elle montre cette invisibilité. Alors on le voit aussi à travers la délicatesse, en quelque sorte la préciosité de la représentation. Par exemple, et ça c'est typique des natures mortes, peindre la transparence. Peindre la transparence, c'est à la fois très symbolique au sens où la fragilité du verre dans toutes les natures mortes, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de verre dans les natures mortes, ou des bulles. Très souvent vous voyez des bulles, vous savez, comme des bulles de savon. C'est justement pour signaler effectivement cette surface d'une extrême fragilité. Mais cette surface d'une extrême fragilité, qui connote la mort, comme on dit, en même temps, elle se tient à la limite de la picturalité. Ce qui caractérise une transparence, c'est qu'elle n'est pas visible. Et comment devint-elle visible? Eh bien, elle devient visible précisément par ses reflets. Donc, encore une fois, on se tient à la limite du visible et de l'invisible, comme on veut se tenir à la limite du vivant et du mortel. Donc, ce que le peintre attrape, ici, c'est l'imperceptible. C'est quelque chose qui n'en finit pas de se donner à voir, de naître en quelque sorte à la perception. De la même manière que ce qu'il veut attraper, c'est l'irréversible. C'est parce qu'elle attrape l'imperceptible qu'elle attrape l'irréversible, c'est-à-dire quelque chose qui n'en finit pas d'être sur le point de mourir. Donc c'est ça qui fait, vous voyez, ce sont ces jeux de va-et-vient qui font qu'on a affaire non pas à une allégorie codée, comme on pourrait le croire au premier abord, mais en fait à un véritable symbole qui signifie, non pas parce qu'il renvoie à un énoncé qu'on pourrait expliciter, en quelque sorte, mais au contraire parce qu'il insère dans un réseau d'opposition d'une autre nature, dans lequel, en effet, la vie et la mort, le solide et le fragile, le promis et le déçu, etc., ces oppositions qui constituent l'expérience de la temporalité, sont attrapées. Elles sont attrapées plastiquement. Donc vous voyez que l'image signifie en quelque sorte, en potentialisant les oppositions plastiques. Il n'y a ni médiation par le langage, ni une sorte d'immédiateté symbolique de l'image par laquelle, si vous voulez, le crâne renverrait naturellement à la mort. Mais il y a une immanence du sens dans le signe, du fait de ce jeu, comme dit très bien Marin, de ce jeu des signes plastiques les uns avec les autres, qui est en même temps aussi, d'un autre côté, un jeu des signifiés les uns avec les autres. Donc, l'image signifie en faisant du montrer un signifié.
Le signifié ne vient pas s'ajouter au montré, c'est pas d'abord on a une image et puis ensuite on l'interprète. C'est que l'image signifie justement parce qu'elle dit je suis qu'une image. Et ce que je veux vous dire, ça ne peut que se montrer. Et bon, il n'y a de bon signe, voilà, c'est ça le critère, hein, il n'y a de bon signe que celui qui potentialise son propre médium. Il n'y a de bon signe que celui qui dit que ce qu'il veut dire ne peut passer que par lui. Eh bien, la mort ne peut que se voir, et non pas se concevoir. Voilà pourquoi cette vanité est beaucoup plus qu'une allégorie, c'est un symbole.